Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire d'EcoSolutions consacré cette fois-ci au biomimétisme et la restauration écologique. Je vais juste vous présenter l'équipe de travail, en commençant par Fanny Lanapes du Conservatoire du Littoral qui va être en back-office. C'est notre madame informatique aujourd'hui, elle va s'assurer que tout fonctionne bien et qu'en tout cas Philippe, Olivier et moi, nous n'allons pas faire de bêtises en fait dans l'organisation du webinaire. Philippe L'Enfant, que vous connaissez, qui est professeur à l'université de Perpignan, j'allais dire Montpellier, mais c'est Perpignan, et qui pilote notamment la démarche Driver, qui est la démarche qui est engagée depuis une dizaine d'années sur ces questions de restauration écologique. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Olivier Bocquet, qui est un architecte de formation, Olivier sauf erreur de ma part, quoi. Alors on s'est dit, finalement, qu'est-ce que vient faire un architecte en fait dans la restauration écologique? Alors nous-mêmes, on s'est posé beaucoup de questions, mais finalement, Olivier a réussi à nous convaincre du fait qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec le biomimétisme et la restauration écologique. Donc je vais lui passer bientôt la parole pour qu'il nous présente tout ça. Juste quelques règles de fonctionnement. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas, c'est le principe du webinaire. Par contre, vous avez à votre disposition un petit onglet, sans doute sur le côté à votre droite, qui s'appelle Questions. Donc voilà, n'hésitez pas en fait à poser vos questions, pas forcément en attendant la fin de la présentation d'Olivier, quoi. On reviendra ensuite avec Philippe et Fanny sur certaines de ces questions pour pouvoir justement y répondre tranquillement. Voilà. On va essayer de finir pas trop tard, vers midi moins quart, parce qu'on a d'autres contraintes en termes d'organisation de webinaires, de déplacement. Ce qui veut dire que de toute façon, on aura aussi l'occasion de revenir ou de répondre à vos questions en dehors du webinaire. Merci en tout cas d'être avec nous pour aborder ce sujet pour lequel perso j'étais à des années-lumière. Donc voilà, je me suis un peu plus rapproché maintenant grâce à Olivier et aux réflexions qu'on a eues. Avant de lui passer la parole, je vais passer la parole à Philippe, si tu veux nous dire deux mots sur Driver. Ok, merci Pierre. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc les journées Driver, donc ça c'était une des actions qui ont été souhaitées et soutenues par l'Agence de l'eau au démarrage il y a 10 ans des actions de restauration écologique. L'idée c'était d'accélérer le process avec des échanges entre des gestionnaires, des entreprises, des scientifiques, des services de l'État, etc. Et donc, c'était une journée annuelle pour des retours d'expérience, déjà parce qu'on n'en avait pas énormément au milieu marin, mais aussi produire des livrables qui permettaient de poser des jalons et de monter on va dire, en expertise et puis de faire avancer les choses. Donc, bien sûr, il y avait aussi des données au niveau scientifique, des retours sur les résultats de thèse, de publications. Et donc, les documents qui ont été produits, au démarrage, ça a été les définitions, définition de la restauration écologique de tout ce qui tourne autour des petits fonds côtiers et des nurseries. Et puis, il y a eu les stères, il y a eu, là, il y a un nouveau guide qui va sortir, c'est le guide d'évaluation, donc une étape encore très importante. Et puis, c'était aussi un travail de prospective. Par exemple, sur les milieux sableux, cette année, il y a un appel à projet qui est sorti parce qu'on n'a aucune connaissance, aucune, mais en tout cas, on est quand même beaucoup moins loti au niveau connaissances scientifiques, fonctionnement de ces milieux. Et puis, il y a le biomimétisme, donc, qui est aussi apparu dans le paysage. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de voir, déjà de bien définir les définitions de ce qu'est le biomimétisme. Donc là, on compte beaucoup sur Olivier pour nous éclairer là-dessus. Et puis, l'apport que ça pourra avoir sur les aspects de restauration. Donc ça s'intègre tout à fait dans les journées Driver qui s'intègrent aussi dans ECO. Voilà, et bon webinaire à tous. Et essayez de faire des questions assez concises parce qu'il va falloir qu'on gère nous en back-office. Donc merci d'avance. Merci beaucoup Philippe. Olivier, on va te céder la parole. Peut-être juste pour dire que tu vas avoir dans ta présentation 3 temps, si je ne fais pas l'erreur. Le premier temps, tu vas juste redonner quelques éléments sur la restauration écologique, mais comme on l'a abordé à plusieurs reprises et que je suis persuadé que les personnes qui assistent au webinaire ont tous une vision très claire de tous les travaux Driver, c'est pas là-dessus que tu vas t'étendre, pardon. Ensuite, tu vas nous parler de biomimétisme, donc le biomimétisme pour les nuls, dont je fais partie. Et surtout, après, tu vas surtout essayer de matérialiser un petit peu tout ça à travers un exemple qu'on a traité sur un site particulier, qui permettra sans doute de
de montrer un peu plus de concret en fait derrière ces notions-là, hein. On a eu de longues discussions tous ensemble là, pour essayer de voir concrètement qu'est-ce que pouvait apporter cette question de biomimétisme en fait par rapport aux travaux qu'on faisait en matière de restauration écologique. Et là, tu vas nous convaincre qu'effectivement, on a des choses intéressantes à faire. Donc, je te cède volontiers la parole et bonne présentation. Merci Pierre, merci Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler ce matin de biomimétisme et restauration écologique. Alors, mythe ou réalité, ce titre, je pense, résume assez bien la rencontre et les échanges qu'on a pu avoir, et de quelque chose qui pouvait paraître un petit peu lointain, c'est concrétisé avec le temps. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le sommaire de la présentation de ce matin. Donc, non-dégradation et restauration écologique, effectivement, Pierre, comme tu le disais, je vais pas m'étendre là-dessus. Il y a eu pas mal de webinaires qui ont balayé le sujet et qui l'ont bien défini. Du biomimétisme en partie 2, où là, je vais vous raconter un petit peu plus précisément ce qu'est cette discipline scientifique. Et puis, dans une troisième partie, tenter de voir comment l'une et l'autre de ces disciplines scientifiques peuvent se marier, et comment on peut essayer de définir les contours d'une démarche biomimétique opérationnelle pour les opérations de restauration écologique. Et ces trois parties seront illustrées dans une quatrième par un cas d'étude. Donc, Rémora plus, et on terminera par une conclusion, ouverture, et on lancera les réponses aux questions et les échanges. Donc, non-dégradation, restauration écologique. Ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que cette discipline scientifique a été mise en place, a été expérimentée avec des suivis, et les principales fonctions écologiques qui sont visées sont celles de nurserie, de reproduction, d'alimentation, de repos, et également de connectivité, de chaîne trophique, parce que ces fonctions ne sont pas séparées les unes des autres, mais elles sont en 3 dimensions dans la colonne d'eau, et elles sont intimement liées. Donc, les principaux dispositifs de restauration, à savoir quand un système a été dégradé, et quand les perturbations sur ce système sont maîtrisées et ont été arrêtées, donc c'est là qu'intervient la restauration écologique. Il y a des dispositifs de restauration, donc qui sont les nurseries portuaires, éventuellement pas éventuellement d'ailleurs, les transplantations d'espèces marines sur les mouillages, les habitats, le mimétisme d'habitat et récifs artificiels. Donc ça, ce sont les principaux dispositifs. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a un peu scanné les différentes opérations qui ont eu lieu jusqu'à présent. Évidemment, alors là, l'écueil, ça serait de prendre de trop généraliser, parce que ces opérations sont à des niveaux de maturité et de développement qui sont assez différentes. On a essayé quand même de faire émerger des forces et des opportunités qui sont évidentes, encore une fois, de façon générale. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait une élaboration rapide et concrète d'actions de restauration qui sont quand même assez nombreuses, et qui démontrent déjà une certaine efficacité, que le coût mesuré de la recherche et de la fabrication de ces projets a permis notamment le déploiement opérationnel de ces solutions, donc avec une maîtrise des coûts et une réactivité. Donc tout ça ça témoigne du progrès de ces opérations, qu'il y a une hausse constante des demandes de projets de restauration. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est à la fois une bonne nouvelle parce que ça montre les préoccupations et la prise en compte des enjeux sociétaux, environnementaux par les pouvoirs publics, par les industriels et par le public aussi. Et c'est à la fois une mauvaise réponse, parce que ça veut dire que les activités humaines continuent à avoir un impact malheureusement sur les écosystèmes et sur les services que rendent ces écosystèmes, que nous rendent ces écosystèmes. Et puis des opportunités aussi dans le nombre relativement faible de porteurs de solutions eu égard aux enjeux, et l'évolution prochaine aussi du cadre réglementaire européen qui devrait permettre de continuer à aller de l'avant. Donc pas mal de choses à venir.
Je ne reviens pas sur Driver, Philippe l'a dit en introduction, mais ça aussi devrait continuer et conforter les opérations à venir. Et puis, il y a aussi un certain nombre de pistes d'amélioration, puisque tout n'est jamais parfait, ça avance bien, mais il y a peut-être des améliorations à trouver. Donc, sur certaines opérations, à trouver une meilleure contextualisation, une réponse peut-être plus sur mesure et peut-être moins industrialisée dans certains cas, notamment sur les mimétismes d'habitat. Des pistes qu'on a, nous, pensées comme des pistes d'amélioration, c'était la prise en compte aussi de la durée de vie du matériau pour s'adapter à la fonction écologique visée. Alors ça, on pourra en débattre plus tard, enfin à la fin de la présentation. Mais est-ce qu'un récif a vocation, par exemple, un récif a vocation à durer pendant très longtemps, ou est-ce qu'il a vocation à évoluer pour remplir d'autres fonctions? C'est une question qui est ouverte. L'optimisation de la quantité de matière employée. Est-ce qu'on est vraiment optimisé? Est-ce qu'on n'utilise pas trop de matière? Et puis la question de la matière elle-même. Est-ce qu'on ne peut pas faire des progrès en termes de biodégradabilité, de recyclage, de matière elle-même recyclée? Tout ça sont des pistes. La recherche de multifonctionnalité. J'en parlais tout à l'heure avec la connectivité des habitats, comment prendre en compte ces trois dimensions et les interrelations entre les fonctions écologiques. La complexité des habitats qui peuvent être parfois trop monofonctionnels, alors qu'on sait que dans le vivant, les formes et les espèces sont souvent multifonctionnelles. Donc ça aussi, c'est peut-être une piste. Et donc l'intégration de la connectivité entre les habitages, je viens d'en parler. Donc cette fameuse trame bleu marine, à l'instar des trames vertes, bleues, noires et brunes qui sont sur Terre, la trame bleu marine en mer. Et aussi une autre piste d'amélioration qui est en cours, mais qui pourrait se développer davantage. Et je suis sûr que ça va aller dans cette direction, qui est la formation à la restauration écologique dans le cursus universitaire. Maintenant, biomimétisme. Alors, le biomimétisme, qu'est-ce que c'est? C'est une notion, effectivement, c'est une discipline qui est à la fois récente, mais qui a été définie à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, dans les années 2000, qui recouvre différentes notions: bio-inspiration, biomimétisme, biomimétique, éco-conception, on parle aussi de bionique. Ce qu'il faut, je pense, retenir, c'est que le vivant, depuis 3,8 milliards d'années, évolue. Il évolue par essai-erreur, il cherche énormément et l'évolution ne retient que les formes les plus adaptées à leur environnement. Et en fait, ce qu'on a là sous les yeux, c'est une sorte de grande bibliothèque finalement de recherche-développement qui nous donne à voir des solutions qui sont adaptées à leur environnement, qui sont durables, et c'est exactement ce qu'on cherche. Donc le biomimétisme, c'est regarder ça et s'en inspirer dans un but d'innover de façon. Donc il y a trois dimensions biomimétisme: un biomimétisme de forme, biomimétisme de fonction et biomimétisme au niveau des écosystèmes. Alors pour donner un exemple, un exemple pour chacune de ces catégories, en termes de forme, je sais pas, par exemple un aigle, on voit qu'au bout de ses ailes, les plumes se relèvent, et ça a inspiré les winglets des ailes d'avion, qui leur permet de consommer moins de carburant en ayant une meilleure aérodynamique. Donc là, on s'est inspiré de la forme des ailes de l'oiseau pour faire des ailes d'avion. Après, le deuxième niveau fonctionnel, ça va être par exemple la peau de requin, où on s'est aperçu qu'à une certaine échelle, la structuration de la peau de requin lui permettait d'avoir moins de frottement, et donc une meilleure
meilleure pénétration dans l'eau et donc lui permettait d'aller beaucoup plus vite. Donc on a, par exemple, on s'est inspiré de cette propriété de la peau du requin pour faire, à un moment donné, je pense que vous l'avez tous suivi, des combinaisons de natation qui ont permis de battre tous les records à tel point qu'elles ont été interdites après. Donc ça, c'est une fonction. Et à l'échelle des écosystèmes, alors c'est un peu le Graal, mais c'est beaucoup plus complexe. C'est la prise en compte de la connexion et de l'interaction qu'il peut y avoir entre les différentes espèces et qui permet notamment d'aboutir à une certaine résilience. Donc, pour ce faire, moi, je pense que vous l'aurez compris, déjà, le biomimétisme adresse un certain nombre de questions et de sujets qui sont ces questions mêmes qui sont posées par la restauration écologique, comme s'adapter au vivant, limiter le coût carbone, prendre en compte le cycle de vie, optimiser les structures, réfléchir à la complexité des formes et des aspects de surface, adresser aussi la multifonctionnalité, l'organisation multi-échelle et adresser aussi la question de la connectivité et de l'organisation en réseau. Donc, c'est ces questions que le biomimétisme se propose de résoudre sont exactement en tout cas en grande partie, des questions qui permettraient à la restauration écologique de franchir une nouvelle étape et de franchir de progresser tout simplement. Donc, à ce stade, il existe dans la biomimétique, alors biomimétique, c'est le processus ou les processus une sorte de démarche de conception qui vont permettre de résoudre des problèmes qui nous sont posés et donc d'avoir des solutions innovantes, soutenables et donc qui s'inscrivent dans la transition écologique, donc dans le développement durable. Donc ces deux processus de résolution de problèmes, je ne vais pas rentrer dedans, elles sont là affichées en partie gauche de la page. Elles partent soit d'une solution qu'on aurait découvert dans le vivant et qu'on va essayer de transposer à une problématique qu'on a nous, humains, ou bien, deuxième possibilité, c'est de partir d'un problème technique, d'aller chercher des analogies dans le vivant, de comprendre comment le vivant résout ça et de faire une abstraction et un transfert pour adapter cette solution au vivant. Donc ça permet d'obtenir, vous avez des vues assez incroyables de ce qu'est capable de faire le vivant sur la gauche. Mais il y a des limites, me semble-t-il, à l'application opérationnelle de ce processus biomimétique, donc ce double processus biomimétique, parce qu'il est adapté essentiellement à la production industrielle d'objets sériels. Or, pour une bonne partie des opérations de restauration écologique, ce qu'on a besoin, c'est d'être adapté assez finement, le plus finement possible, aux conditions environnementales. Donc, la production industrielle ou les objets sériels ne sont pas forcément complètement adaptés à toutes les opérations de restauration écologique. C'est un processus de recherche scientifique, ce double processus, qui est long et complexe, qui est difficilement assimilable par des non-spécialistes et qui, du coup, demande un temps de R&D, de recherche et un coût en cascade qui peut être parfois éloigné du pragmatisme opérationnel qui fait pour l'instant la réussite des opérations de restauration écologique. Et puis, je disais, c'est assez complexe parce que ça demande de regrouper et d'organiser des équipes multidisciplinaires. Le biomimétisme est par essence une discipline interdisciplinaire qui mêle des spécialistes de différents domaines, qui ont des méthodes variées et un champ sémantique aussi différent où parfois deux mots identiques peuvent avoir des significations un peu différentes. Donc, ça en fait un certain frein, ou en tout cas une limite. Donc, un potentiel évident pour le biomimétisme en tant qu'outil pour permettre de progresser aux opérations de restauration écologique de progresser, mais aussi un certain nombre de freins. Donc, ça nous a emmené dans cette troisième partie
à nous interroger sur une démarche peut-être plus spécifique, démarche biomimétique, plus spécifique aux opérations de restauration écologique, donc qui permettrait à la fois de faire progresser la restauration écologique et peut-être de gommer les freins de ce processus biomimétique pour essayer de cocher un maximum de cases. Donc, les objectifs de la démarche, c'est quoi? C'est s'appuyer sur le cahier des charges du vivant, cahier des charges du vivant qui regroupe les principes et stratégies du vivant, comment le vivant s'y prend pour générer autant de diversité et autant de durabilité. Donc, on sait tous que le premier principe du vivant, c'est de développer des conditions qui sont favorables à la vie. Donc, on voit bien que c'est une boucle vertueuse. Donc, s'appuyer sur les ingrédients qu'utilise le vivant, ça paraît, en tout cas, c'est notre point d'ancrage. Donc, générer des solutions soutenables, ça, c'est dans la stratégie globale de développement soutenable. Proposer des objets sur mesure, c'est-à-dire le plus possible adapté à l'environnement dans lequel ces projets vont prendre place, être une démarche pragmatique et accessible à des non-spécialistes. Donc ça sont les objectifs de la démarche proposée. Et cette démarche, donc pour être pragmatique et accessible, on a essayé de la faire la plus simple possible, donc en 4 étapes. La première étape, c'est de définir le cahier des charges scientifiques. Donc, ça veut dire s'entourer de spécialistes de restauration écologique, du milieu marin, qui vont permettre de définir le plus finement possible les données environnementales, les fonctions écosystémiques à remplacer ou à restaurer, et de prendre vraiment en compte tout ce qui fait la particularité de l'environnement dans lequel l'opération va s'insérer, va être immergée, et de manière à garantir in fine une solution qui soit adaptée à son contexte. S'appuyer sur le cahier des charges du vivant, c'est tout simplement pour garantir que la solution sera soutenable. Ensuite, générer des solutions multiples, c'est une manière de faire à la manière du vivant, parce que le vivant, mais en raccourcissant le temps, le vivant fonctionne par essai et erreur, et il produit énormément de solutions, et seules les plus adaptées vont rester, et donc c'est celles-ci qui seront les plus soutenables. Donc un peu à la manière du vivant, on propose de générer d'importantes solutions sur la base des 2 cahiers des charges, c'est-à-dire est-ce qu'on colle bien avec ce que les outils et les ingrédients qu'utilise le vivant, et est-ce qu'en plus de ça, on colle bien aux composantes du contexte et au cahier des charges définis par les scientifiques. Et puis la dernière étape, c'est une étape d'utilisation de critères les plus objectifs possibles pour faire une sélection et donc choisir la solution qui sera la plus adaptée aux 2 cahiers des charges qu'on aura définis initialement. Donc là, ce qu'on propose avec ces 2 tableaux, ne lisez pas tout, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on va rentrer dans l'exemple qui va suivre, plus dans le détail. Cahier des charges scientifiques, en gros, il y a à peu près 4 échelles. Il y a l'implantation en général, la volumétrie générale, c'est une sorte de poupée russe, plus on zoome vers la définition de la solution. Donc l'implantation, elle est à une échelle assez large. La volumétrie générale, elle se concentre sur l'objet lui-même, sur l'habitat lui-même. Les aspects de surface, on rentre encore un cran plus dans la définition des aspects de l'habitat lui-même, et l'assemblage à la fin, parce que ça regroupe un certain nombre d'éléments indispensables pour être sûr que la solution sera bien soutenable et qu'elle utilise un minimum de matière ou d'énergie. C'est important de le prendre d'emblée.
cahier des charges du vivant, ça c'est quelque chose qui est défini, scientifiquement. Donc c'est les propriétés et caractéristiques des systèmes vivants et les stratégies employées de manière à être soutenables. Et ensuite les services écosystémiques d'approvisionnement, de régulation et socio-culturels, ils sont indispensables parce qu'un écosystème en bonne santé rend des services à l'homme, en l'occurrence, et que c'est l'objet même de la restauration écologique, c'est qu'un écosystème en bonne santé, en bon état de fonctionnement, va rendre un maximum de services écosystémiques. Donc, en fait, ces trois éléments, ces trois tableaux, cahier des charges scientifiques, du vivant et services écosystémiques, sont à la fois des guides de conception, c'est-à-dire qu'on les utilise dès le début, et ils sont des guides de sélection pour choisir à la fin du process de conception, sélectionner la solution la plus pertinente. Et donc, étant des critères objectifs, ils permettent à tout le monde, que ce soit en début, en tant qu'aide au concepteur, ou in fine pour des décideurs, de partager ces critères-là pour objectiver une solution la plus adaptée possible. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au cas de Remora+, donc qui est une étude qu'on a réalisée avec le Polmer à un collège d'experts. Donc, on avait l'université de Perpignan, l'agence de l'eau et Écocéan, qui étaient les experts en restauration écologique, qui nous ont permis de définir le cahier des charges de la restauration écologique. Donc, première étape. Donc, où et comment s'implanter, c'était vraiment la première question. Donc, une des réponses, c'était de ne pas s'implanter linéairement pour maximiser la diversité hydrodynamique, pour maximiser des micro-courants, plutôt que d'être en ligne, ce qui aurait été moins riche. Et cette diversité-là nous permet d'envisager qu'on aura un maximum d'espèces, en tout cas davantage d'espèces qui pourront venir à proximité des habitats. C'est posé la question du mode d'accroche au sol. Donc il y avait là en l'occurrence sur la matte morte plusieurs options. Est-ce qu'on est décollé du sol? Est-ce qu'on s'ancre au sol? Ou est-ce qu'on utilise simplement la gravité? Les trois solutions, donc on est posé au fond, en fait, tout simplement. Donc les trois solutions qui sont possibles. Alors à chaque fois, vous voyez un petit check vert ou une croix rouge qui sont des arbitrages et qui permettent de dire quel est le champ des possibles et quel est le champ de l'impossible, qu'est-ce qu'il faut éviter. Se positionner à l'écotone et uniquement sur des milieux dégradés. Alors, on pourrait se mettre à l'écotone entre herbier et sable, sauf que si on se met sur le sable, à l'écotone, on va modifier un milieu qui a son propre équilibre. Donc ça ne fonctionne pas. C'est la même chose sur la roche. Par contre, se mettre sur la matte morte, qui est un milieu dégradé, là, ça a du sens. Donc il était défini à ce stade qu'il était intéressant de se mettre à l'écotone sur la matte morte. Ensuite, s'implanter à la jonction, donc je disais herbier, matte morte. On a défini à quelle distance il fallait se mettre, donc ni trop près ni trop loin, puisqu'il faut qu'on puisse commencer à faire une continuité entre l'herbier sain et l'habitat qui va, donc le récif en l'occurrence, qui va compenser, qui va offrir de nouveaux habitats et compenser cette fonction écologique qui n'est plus active puisque l'herbier a disparu. Donc la bonne distance entre l'herbier en bonne santé et la matte morte était importante à définir. Et donc se positionner à l'écotone pour avoir un maximum d'espèces, à la fois en plan, mais aussi en coupe, c'est-à-dire en altitude. Se mettre trop bas, c'est-à-dire dans le substrat, n'a pas de sens. Se mettre trop haut non plus. Par contre, se mettre à la bonne altitude et notamment un petit peu décollé du sol peut envisager d'avoir des interactions entre l'apédofaune et les espèces qui viendraient coloniser ou habiter le récif. Ensuite, deuxième, je vous parlais tout à l'heure de poupée russe, donc on était sur l'implantation.
et sur les formes, on va parler des aspects de surface. Le vivant n'aime pas les surfaces lisses, il adore la complexité. Donc, il est important de mettre une certaine granulométrie et une rugosité la plus forte possible pour permettre à un maximum d'espèces de venir. On a même réfléchi à l'idée d'intégrer de la matière organique au récif lui-même pour faire une sorte de booster pour la biodiversité. Et en fonction de l'orientation de la face du récif, soit côté côte, soit côté large, d'avoir des ouvertures différentes qui permettent et d'adapter donc les percements au contexte hydrodynamique fin pour récolter de la matière organique. Et puis ensuite, il fallait calibrer les ouvertures et les aspérités en fonction des espèces de la chaîne trophique qu'on voulait viser. C'est-à-dire que si on va avoir des petites espèces et qu'on fait des grands trous, les espèces déjà adultes vont pouvoir tranquillement venir manger les petites et donc ça ne va pas marcher. Donc maximiser la quantité d'ouverture et des petites ouvertures parce que là, en l'occurrence, c'était la petite vie marine et les micro-invertébrés qui nous intéressaient. Et ensuite, sur l'assemblage, un assemblage simple, rapide et facilement réplicable, ça c'était une donnée importante et viser de le faire sur Terre plutôt que sous l'eau ou sur l'eau, à savoir sur un bateau, parce que c'est toujours plus simple. Donc, à partir de là, une fois qu'on a bien cadré ce cahier des charges de la restauration écologique, on s'est appuyé sur le cahier des charges du vivant. Donc, je vous en parlais tout à l'heure dans la partie plus théorique de présentation de la démarche, c'est-à-dire de s'appuyer sur les stratégies, les principes et les caractéristiques du vivant. Donc, je vais pas tous les lire là. Je pense que vous les connaissez, mais on s'est vraiment appuyé là-dessus pour pouvoir concevoir et formaliser, conceptualiser l'ensemble des contraintes qui ont été définies précédemment, que je viens d'expliquer, et avec la finalité d'assurer un maximum de services écosystémiques au bout du compte. Donc, les inspirations dans le vivant, elles ont été multiples parce que on souhaitait, par exemple, reprendre le principe mathématique des fractales qui permet d'obtenir beaucoup de diversité. Alors, il y a pas mal d'exemples dans le vivant, du flocon de neige au méandre d'un fleuve ou à des fougères. Donc, le vivant utilise ce principe mathématique-là. Des exemples de volumes diversifiés dans le vivant, il y en a énormément. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur la forme générale du récif, il était important d'avoir effectivement une hauteur de récif qui soit comparable à celle d'un herbier en bonne santé, avec aussi des signaux d'appel pour que les espèces puissent éventuellement voir de loin. Donc, on a regardé des exemples de volumes diversifiés dans le vivant. Des principes d'assemblage simples, comme la prêle des champs, qui consiste à avoir comment dire, de mettre un petit morceau dans l'eau, de pouvoir retirer et remettre. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a inspiré. J'y reviendrai après en vous présentant la solution. Et puis différentes autres références sur l'optimisation du rapport surface-volume, puisque la question clé, finalement, c'est comment, dans un volume minimum, offrir une surface de colonisation maximum. Et donc là, on a fait le choix et on s'est inspiré du corail cerveau pour, donc c'est l'encadré en vert que vous avez là, qui dans une surface assez simple va avoir un maximum va avoir une ligne continue maximale pour remplir cette surface-là. Donc ça, c'est la solution. Donc, on est reparti dans la présentation de cette solution, point par point sur le cahier des charges de la restauration écologique pour poursuivre les mêmes points. Donc, je vais peut-être y aller un petit peu plus vite. Mais donc, le projet se situe au Cap Sicié. Donc, on a
on a vu deux zones qui étaient possibles, deux zones d'implantation qui étaient possibles. Donc, l'une à la pointe du Cap Vieux et l'autre au Cap Sissier. Donc, à l'Écotonne, entre de l'herbier en bonne santé et la mate morte, qui nous a donné des zones un peu générales. Donc, de A1 à A3 pour le Cap Vieux et de B1 à B3 pour le Cap Sissier. Et vous avez ici sur B1 des zones d'implantation possibles, donc soit en grappe, soit en village. Tout ça reste à définir, mais ça c'était pour l'implantation générale. Ne pas s'implanter linéairement et s'implanter à la jonction. Donc vous avez les premières images de récifs. Où là, on essayait, en tout cas, cette solution nous permettait de répondre aux différentes questions, à savoir proposer une hauteur variable, tenir compte de l'ensablement et de la sédimentation en étant sur pied ou sur pattes, je ne sais pas comment le dire, et ce qui permettait donc de créer des interactions potentielles, évidemment, puisque tout ça ne reste que théorique, entre les espèces qui habiteraient le récif et la pédofaune. Le mode d'accroche, donc avec ses pieds, est à regarder finement pour éviter le basculement parce qu'on a des courants qui sont très très forts entre les deux caps. Diversifier les volumes et l'organisation et proposer un récif modulaire et adaptable avec des formes variées. Donc ça, c'était l'ensemble des cases à cocher dans la partie volumétrie générale. Dans la partie aspect de surface, mise en place d'une granulométrie et d'une rugosité forte. Donc là, on a proposé un récif en béton imprimé en 3D parce que c'est un minéral. Alors, on pourra discuter du béton après dans les questions-réponses et des matériaux. L'intérêt, c'est un minéral, et l'intérêt de l'impression 3D, c'est que ça permet de faire des formes complexes. Donc, c'est une caractéristique du vivant qu'il adore. Donc, si on souhaite le faire revenir, autant lui proposer ce qu'il aime. Et ça permet de faire des formes complexes avec des ouvertures, des aspérités, et surtout de répondre à cette question de maximiser la surface colonisable dans un minimum de volume, et de répondre aux différents percements aussi, de s'adapter aux différents contextes hydrodynamiques. Un autre intérêt de cette solution, c'est de pouvoir proposer des récifs tous différents, et parce que le robot s'en fout pas mal d'imprimer, lui suit un chemin. Donc, on peut générer une grande quantité assez rapidement de solutions en restant dans des paramètres, et donc proposer des récifs qui soient tous différents, qui cochent les bonnes cases, les bons paramètres, mais qui sont des variations sur un même thème. Pour la partie assemblage, l'idée est d'imprimer un premier disque que vous avez ici en haut à droite, un deuxième qu'on retourne, et à la manière de la prêle des champs, de les empiler les uns sur les autres, et de pouvoir comme ça créer et répondre à toutes les questions que j'ai récapitulées précédemment. Et puis là, on retrouve, une fois qu'on a fait tout ça, nos fameux tableaux de cahier des charges de la restauration écologique, où on voit qu'on a pu cocher toutes les cases en termes d'implantation, de volumétrie générale, d'aspect de surface et d'assemblage. Et puis, on a coché un certain nombre de cases aussi, des principes et des caractéristiques du vivant qu'on a utilisés pour concevoir ce projet. Alors, on n'a évidemment pas coché toutes les cases parce qu'on n'arrive toujours pas à faire aussi bien que le vivant. Hein, ça se saurait. Il faut faire preuve d'humilité par rapport à ces quasiment 4 milliards d'années de R&D. Donc, on en est loin, mais on a essayé de faire du mieux possible. Alors, tout ça se discute, ça se critique. C'est une première approche, mais c'était vraiment l'idée de mettre à l'épreuve cette démarche de conception dans un cas précis, et aussi un certain nombre de services écosystémiques.
voilà, qui pourrait être rendu avec cette solution. Alors, la conclusion qu'on peut faire sur ce projet, on a fait des calculs de surface et donc de mètres carrés colonisables par le vivant, et d'un point de vue théorique, on a vu qu'on avait un facteur 10 par rapport à un herbier sain uniquement sur la fonction habitat. L'herbier remplit tout un tas d'autres fonctions, c'est absolument incomparable, mais sur la fonction habitat, qui est ce qui était visé dans ce projet-là, on voyait qu'on avait un facteur 10 par rapport à l'herbier. Donc ça signifie deux choses, enfin qui est la même chose, mais deux façons de le dire. C'est que à surface égale d'un herbier de Posidonie en sain, ce récif offre la possibilité à la vie marine d'avoir 10 fois plus de surface colonisable, ou, pour le dire autrement, il faut 1/10 de la surface d'un herbier en bonne santé pour offrir la même quantité d'habitat à la biodiversité. Donc ceci reste théorique, mais a priori quand même réel. Donc la conclusion qu'on peut faire par rapport à ça, c'est que s'inspirer de la dynamique évolutive du vivant plutôt que du résultat de l'évolution, pour le dire autrement, c'est cette démarche qui consiste à concevoir à la manière du vivant plutôt que la démarche biomimétique, le double processus dont je parlais en introduction, qui lui va regarder le résultat de l'évolution, soit une aile de papillon, une peau de requin ou une aile de libellule, peu importe le modèle biologique, et faire une sorte de rétro-ingénierie pour comprendre, abstraire et transférer les solutions apprises. Donc, c'est plutôt faire la démarche inverse, donc de partir des ingrédients du vivant et de faire à la manière du vivant, a permis de faire émerger donc un processus pragmatique, opérationnel, dans un temps court, en 4 étapes, donc celui que je viens de vous proposer, et permet d'envisager des solutions qui sont adaptées à leur complexe d'implantation, et donc qui permettent de faire du sur-mesure et éventuellement d'industrialiser le sur-mesure, mais de sortir de cette je pense, une adaptation d'objets sériels ou industrialisés, industriels à l'avance, qui ne permettent pas d'être complètement adaptés à des contextes très, très différents. Encore une fois, essentiellement sur les mimétismes d'habitat, parce que ce n'est pas vrai pour toutes les opérations de restauration écologique, et là encore, on pourra en discuter après. Donc cette démarche s'inscrit dans la stratégie globale de développement soutenable qui a été définie par le CBIOS et que j'ai montré tout à l'heure dans la partie biomimétisme, donc par, pour et avec le vivant. Et je pense qu'un des intérêts de cette démarche, c'est qu'elle vient en complément des autres approches biomimétiques et éco-conçues, donc d'éco-conception, pour s'adapter à des spécificités des opérations aux spécificités des opérations de restauration écologique. Elle ne vient pas gommer, remplacer, mais je pense, et peut-être plus un outil de plus dans la trousse à outils. Voilà, écoutez, je crois, je ne sais pas où on en est du timing, mais je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous présenter sur ce sujet. Merci Olivier, parfait sur le timing, hein, donc tu as tenu presque à la minute près et en ta faveur le déroulé. Alors, on n'a pas de questions d'identifier, sauf erreur de ma part, dans la boîte à questions. Ça veut dire que soit... ouais, c'est bon signe ou c'est mauvais signe? ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. C'est soit effectivement tout le monde a tout compris, soit tout le monde est largué, mais il y a peut-être un juste milieu. Peut-être deux, trois commentaires, puis peut-être que Philippe pourrait aussi donner son avis derrière. C'est vrai que en tout cas, ce qui a motivé l'intervention de l'Agence de l'eau sur cette question-là, c'était vraiment de se mettre au clair sur cette notion de biomimétisme, hein. Alors, c'était souvent, enfin, ça nous est souvent présenté comme étant la solution miracle qui va révolutionner tout un tas de trucs. On a parfois, comme dans toute nouvelle technique ou dans toute nouvelle approche,
beaucoup de communication qui est faite sur le sujet. Et en tout cas, nous, on avait vraiment du mal à voir finalement à quoi tout ça pouvait servir, quoi, parce qu'on on connaissait pas forcément en fait tous les concepts et tous les principes, et on avait encore plus de mal à voir de manière très très formelle qu'est-ce qu'on pouvait en tirer, quoi. Donc au-delà effectivement de l'exercice d'explication et de biomimétisme pour les nuls qu'a fait Olivier, qui quand même nous a laissé dans un petit groupe de travail qu'on était parfois un peu perplexe, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à mettre derrière des choses très concrètes, quoi. On a voulu pousser l'exercice à travers un cas théorique pilote qui se raccroche aussi à notre opération pilote qu'on avait sur le Cap Cissé, qui est Remora Plus, pour essayer de voir finalement qu'est-ce que concrètement ça voulait dire en fait. Et les petits schémas qu'Olivier a montré tout à l'heure, là, qui sont des trucs très simples, en fait, ils ont fait l'objet de longues discussions en fait sur à notre niveau, enfin, membre de la restauration écologique, en essayant de formuler finalement qu'est-ce qu'on trouvait important et intéressant de faire jouer à ces questions de récifs artificiels. Alors ça paraît tout simple comme ça, mais en tout cas jusqu'à présent, on ne s'est jamais trop posé ces questions-là, hein. On aura plutôt tendance d'abord à émerger des récifs carrés, cubiques ou ronds, et tout le monde sait que le carré, le cubique et le rond, c'est tout à fait ce qu'on trouve dans la nature, hein. Et ensuite, ça nous a obligés de nous questionner sur finalement qu'est-ce qu'on visait à travers ces opérations de restauration, alors sur le cas d'exercice de l'herbier là. Et au final, à travers une approche quand même qui était assez simple, mais qui était très intéressante en termes de méthode, on arrivait à un résultat qui est cette forme de récif-là, qui nous a tous un peu scotché en fait, hein, en termes de design et d'explication, et qui du coup nous a beaucoup intéressés sur le plus en fait qu'apportait cet éclairage biomimétique en fait. Sachant que maintenant, la question pour nous, qui n'est pas encore tranchée, même si on y travaille de manière assidue, c'est effectivement, j'allais dire presque de tester ce type d'approche et de voir si sur le terrain, on a vraiment un plus écologique intéressant par rapport à un secteur sur lequel on n'aurait pas mis ce type de récif. Donc voilà, donc on est vraiment dans une logique où on était plutôt réservé par rapport à tout ça. On considère que de toute façon, le biomimétisme, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut en tirer sur la question de la restauration écologique. Mais malgré tout, ça offre des perspectives et une approche de méthode qui peut permettre justement d'en tirer un bénéfice intéressant par rapport à la façon dont on appréhende ces questions-là, quoi. Philippe, je ne sais pas si tu as des éléments complémentaires par rapport à ce que je viens de dire, ou en tout cas ton avis par rapport à cette démarche-là. Qui laisse peut-être le temps de poser quelques questions dans la boîte à questions. Merci. Ça commence à arriver doucement. Mon avis, c'est le mot important, c'est la démarche. Je pense qu'on a beaucoup travaillé sur la démarche en amont. En fait, Olivier, comme n'avait pas les connaissances, c'est pas une critique, hein, mais logique, il a fallu repartir à la base et vraiment se reposer, comment fonctionne l'herbier de Posidonie, quelles sont les fonctions qui sont rendues, les services, etc., etc. Et au final, je me suis aperçu que des fois, on allait un peu rapidement et qu'il y avait des choses qu'on considérait comme impossibles ou voilà, où c'était peut-être un détail. Et voilà, là, on est parti dans une démarche vraiment plus, exhaustive. Et au final, ça a permis de faire avancer quand même, je trouve, pas mal la réflexion. Et donc, forcément, derrière, ce qui pouvait être produit en termes de design et puis ce qui sera installé dans le futur proche. Donc voilà. Après, moi, ce que c'est un peu comme Pierre, je connaissais, on va dire, de façon très partielle ces notions-là, et la notion de biomorphisme, de biomimétisme, voilà, on avait l'impression que tout pouvait rentrer là-dedans, et au final, non, tout ne rentre pas forcément là-dedans. On l'avait vu en septembre aux Journées ICO, quand on avait eu déjà une première présentation sur le biomimétisme. Le cycle de vie des matériaux, ça reste important, c'est des choses auxquelles voilà, moi, en tant qu'écologue, je n'avais pas forcément regardé. Moi, je regardais vraiment le résultat final. Donc, ça veut dire que les matériaux, voilà, il faut aussi intégrer ces notions-là. Alors, ça complexifie un peu les choses,
mais c'est pas, voilà, c'est ce vers quoi on doit tendre. Alors, moi, je pense qu'une des étapes indispensables maintenant, c'est de mettre les mains dans le cambouis et un peu comme on a fait sur la partie restauration écologique, c'est qu'il faut qu'on ait des retours d'expérience et qu'on ait la démarche qui soit pas que théorique, mais qu'elle aboutisse à des choses sur le terrain. Et il y a eu à un moment donné une question d'échelle ou d'autres types d'habitats. Et bien, c'est avec ces retours d'expérience sur le terrain qu'on pourra s'attaquer à d'autres échelles, et d'autres types d'habitats et d'autres fonctions pour pouvoir avancer sur tout ça. Mais ça veut dire qu'aussi en parallèle, il faut que nous, au niveau recherche, on continue à avancer. Par exemple, là, en ce moment, on essaye de caractériser les habitats de reproduction du mérou. Alors, ça paraît simple, ça paraît évident, mais c'est pas si simple que ça. Et peut-être que aussi ces démarches qu'on a, nous, en parallèle, de caractérisation des fonctionnalités, ça va aider. Et en plus, en ayant en tête, voilà, derrière, on a besoin de ces informations parfois assez fines, on sera plus attentif sur ces aspects-là. Voilà. Pierre, je ne sais pas si tu as noté des questions, là, parce que là, ça commence à vite. Merci Philippe. Peut-être avant de prendre des questions, Olivier, si tu as peut-être un commentaire à faire, parce que c'était pas forcément évident aussi pour toi de comprendre ce qu'on faisait en matière de restauration écologique, hein, parce qu'on a passé beaucoup de temps et tu l'as évoqué rapidement sur partager des questions de définition et de sémantique. Mais du coup, est-ce que si le biomimétisme a amené quelque chose d'intéressant sur la question de la restauration écologique, est-ce que la restauration écologique a amené quelque chose d'intéressant par rapport à ton analyse sur le biomimétisme en fait? En fait, moi, et ça reboucle un peu avec la présentation, enfin l'introduction que tu faisais tout à l'heure, où tu disais qu'est-ce qu'un architecte vient faire là-dedans. C'est vrai que c'est pas évident, mais en fait, quand on est architecte, on est plutôt un assemblier, on n'est pas un spécialiste d'un domaine particulier, mais notre spécialité, c'est d'arriver à prendre des champs de contraintes très différents et d'essayer de faire la meilleure synthèse pour proposer la meilleure solution. Et donc, on est assez habitué à prendre des connaissances qu'on n'a pas. Donc, pour moi, c'est super confortable parce que j'ai pas de complexe à faire. Je connaissais pas la restauration écologique. Donc, du coup, c'était super facile pour moi de poser des questions bêtes, parfois inutiles, simples et puis de temps en temps pertinentes. Et peut-être qu'à vous, spécialistes de ce domaine-là, ça vous a permis de vous reposer des questions qui étaient, comme le disait un peu Philippe tout à l'heure, qui étaient devenues évidentes et que vous posiez peut-être plus forcément. Et donc, pour nous, c'est nos outils qui sont de faire des petits schémas comme ça, très simples, permettent de poser les choses et petit à petit de définir un cahier des charges. Donc, en ce sens, la restauration a apporté beaucoup au biomimétisme. Je disais tout à l'heure, le biomimétisme, pour moi, c'est un outil et il est multidisciplinaire. Et un de ses objectifs, c'est d'arriver à faire dialoguer ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude de le faire. Parce que c'est vrai qu'un écologue ou un spécialiste des eaux côtières avec un architecte, a priori, on n'a jamais tellement fait. Et pour autant, grâce au biomimétisme, effectivement, il peut en sortir différentes choses. Mais c'est vraiment dans les échanges, dans les interactions, et bon, on peut y faire un parallèle avec le vivant finalement, différentes espèces qui interagissent et qui permettent d'avancer mutuellement. Donc les apports, ils sont évidemment mutuels, ils sont évidemment réciproques. Et je crois que c'est surtout un travail qui est jamais fini, qui est toujours en cours, parce que ce qu'on a présenté là, c'est une première étape. Ça demande qu'à s'améliorer, à être critiqué, à être critiqué au sens noble du terme, et à être testé, parce qu'effectivement, ça reste théorique. Les chiffres que j'annonçais tout à l'heure sur le facteur 10, bon, très bien, mais on reste dans la théorie. Donc je pense que c'est que le début. Moi, je suis assez persuadé que le biomimétisme peut être un outil d'intérêt pour permettre à la restauration écologique de continuer à avancer, à faire des progrès. Et donc voilà, je pense que c'est plus le commencement de quelque chose. Et mais les bénéfices sont forcément réciproques.
Et en tout cas, Merci moi, j'ai appris Olivier. beaucoup de choses hein, sur la restauration. J'ai appris plein de trucs. Alors, je suis encore loin de tout connaître, mais je commence à avoir un peu quelques pièces du puzzle, quoi. Et du coup, c'est vachement intéressant. Je te remercie. On va balayer les premières questions. Merci pour vos commentaires sur l'intervention d'Olivier, hein. Donc, on lui fera parvenir s'il les a pas sous les yeux. Je vous propose de les balayer dans l'ordre où je les vois. Philippe, tu m'aides hein, si je zappe quelque chose. Thomas pose la question de savoir si on peut, si on aura accès en fait au PDF. Alors oui, comme pour tous les webinaires ICO sur le site de ICO Solutions, hein. On vous enverra un mail à ceux qui sont inscrits au webinaire là. Vous trouverez la présentation. Je pense qu'on mettra le rapport puisque tu as fait un rapport, Olivier, hein, le PDF de ton rapport pour que les gens puissent rentrer un peu plus dans le détail, quoi. Ouais. Et également l'enregistrement du webinaire. Donc tout ça, ça sera disponible la semaine prochaine directement sur le site de ICO Solutions, www.ico-solutions pluriel.fro.com, je sais plus. Ah ben c'est marqué, merci. Merci Fanny, a mis l'adresse dans le chat. Lola pose la question de si Remora Plus est encore en phase de conception, quelle est la suite du projet? Alors là, on solde l'étude, hein, c'est-à-dire que la réflexion qu'on vous présente là vient juste de se terminer, hein, donc effectivement, on a tous envie, en tout cas les gens qui ont travaillé à cette question de Remora Plus, d'immerger quelques récifs pour aller voir effectivement de manière très très précise, très concrète, comment les choses se passent. Alors les choses sont bien avancées en théorie, pas très avancées encore en termes opérationnels, mais oui, on travaille actuellement à la recherche d'un site et de partenariat et d'autorisation pour tester en fait ces nouveaux récifs là, ces nouveaux modules et cette nouvelle conception sur un site ou deux, de manière à pouvoir effectivement amener du factuel derrière les éléments théoriques qu'on vient d'évoquer. Voilà, je pense qu'en 2023, puisqu'on aura sans doute une grande messe ICO en septembre 2023, on aura des éléments un peu plus précis et factuels sur ces questions d'efficacité de ces récifs-là, ce qui nous laisse quelques mois pour pouvoir immerger et avoir des premiers résultats. Si tout se passe bien, on devrait donc avoir un ou deux sites d'application en cours en 2023. Bertrand qui pose la question. Je ne sais pas si tu vois les questions, Olivier, ou pas, non? Je les vois, je les Ouais, vois. regarde. Ah oui, mais tout le monde ne les voit pas, en fait, c'est ça. Oui, alors donc Bertrand pose la question de ce genre d'exercice sur d'autres milieux et à d'autres échelles. Comme c'est une question qui t'est adressée, Olivier, comment est-ce que tu verrais en fait la transposition de la démarche ailleurs et sur d'autres milieux? Ben, ouais, certainement. C'est-à-dire que la démarche étant ben, une démarche, elle a en fait vocation à s'appliquer à n'importe quel sujet dont la réponse attendue est d'être le plus adapté possible à son environnement et de pouvoir rendre des services écosystémiques. Donc les sujets, effectivement, les sujets ne manquent pas, soit sur terre, en mer et enfin sur terre, en mer, c'est déjà pas mal, mais tout ce qui touche aux écosystèmes dégradés et éventuellement au-delà. Mais là, le thème de ce matin, je crois, est le milieu marin et la restauration écologique dans ce milieu-là. Mais oui, ça peut tout à fait être appliqué ailleurs. Merci. Philippe, c'est une question pour toi, ça. Clément se pose la question de la surveillance. Comment on surveille ça en matière de restauration du site? Quelle technique et quel outil? Alors, sachant qu'on n'a pas encore mis en place l'opération, mais par contre, tu l'as annoncé tout à l'heure, on a bien une démarche, un guide qui sort au titre de driver qui va évoquer en fait les préconisations en matière de suivi de l'efficacité des opérations de restauration écologique. Est-ce que tu peux juste dire rapidement, finalement, quel type de moyens on peut mettre en place pour apprécier l'efficacité en fait de ce genre de récif? Je te vois inquiet par rapport à ma question, mais je suis sûr que tu vas trouver la bonne réponse. Non, je suis concentré. Non, j'ai répondu dans le chat là, Ok. rapidement concernant le guide d'évaluation qui va
Gemini est sorti d'ici le mois de juin. Bon, c'est à un mois près, ça va être. En tout cas, il est finalisé. Là, on est en train de corriger les dernières coquilles. Et dedans, dans ce guide, qui était vraiment attendu depuis longtemps, on a deux grandes phases. On a l'évaluation de la solution en tant que telle, est-ce qu'elle fonctionne bien. Et après, on a l'évaluation des sites qui est en cours de restauration. Et donc, on a listé tous les outils qui sont disponibles. Donc, dans la question, il y a marqué plongée, piège photo vidéo. Effectivement, ce sont des choses qui sont évoquées, mais en plus avec une stratégie une stratégie d'échantillonnage précise pour que, eh bien, on ait aussi la possibilité d'avoir des comparaisons intersites, etc., etc. Donc, tout ça, c'est bien précisé. Alors, c'est vrai que c'est précisé à ce stade, surtout pour l'aspect nursery, mais le travail va se faire petit à petit sur les autres habitats en fonction des solutions qui vont apparaître au fur et à mesure dans la grosse boîte à outils restauration, conservation. Peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a quand même deux techniques un peu nouvelles qu'on utilise de plus en plus sur ces questions d'évaluation, qui sont l'ADN environnemental et la bioacoustique, en fait, hein, qui sont des techniques qui ne sont pas répandues autant que ça, hein, mais qui permettent d'être très complémentaires, en fait, des observations qui peuvent être faites en plongée, par exemple, hein. Ne serait-ce que parce que ça permet d'être un peu plus exhaustif ou de couvrir des périodes qui sont plus importantes que celles qui sont accessibles, en fait, à des plongeurs, quoi. Ouais, on a fait vraiment un travail le plus exhaustif possible avec des choses, on va dire, qui sont entre guillemets obligatoires, qui sont un peu comment dire, les briques de base de l'observation, mais en prévoyant aussi des nouveaux outils qui, des fois, permettent d'éviter d'envoyer du monde sous l'eau. Ça peut être l'ADN, ça peut être le son, ça peut être aussi la vidéo. Donc voilà, donc tout ça, c'est aussi évolutif en fonction aussi des techniques qui s'améliorent au fur et à mesure. Merci. Olivier, Sébastien pose la question finalement de la nature du béton, en fait, avec la possibilité d'utiliser des granulats spécifiques qui pourraient permettre en fait d'avoir une meilleure fixation ou une meilleure présence d'organismes bioérodeurs. Est-ce que tu as un retour d'expérience là-dessus ou un avis sur cette question-là? Alors, retour d'expérience, non, parce que moi, j'ai encore jamais immergé de béton. Alors, si c'est faux, on en a immergé un à 2400 mètres de profondeur en début d'année, mais c'est pas du tout le même milieu et c'est pas, voilà, donc on peut pas comparer. Moi, je peux faire deux réponses à ça. La première, c'est qu'effectivement, une fois qu'on aura immergé et qu'on aura mesuré, on pourra faire des retours un peu plus précis là-dessus. Après, sur la nature des bétons eux-mêmes, clairement, c'est pas un matériau biosourcé, biodégradable, c'est pas un matériau qui est très propre. Donc, on travaille, en tout cas nous, on recherche cette question du matériau. Ça a quand même l'intérêt l'avantage d'être un minéral et ça a l'avantage de pouvoir être imprimé en 3D, donc d'être une encre et de pouvoir faire des formes complexes. Néanmoins, s'il y avait un matériau miracle, je pense que ça se saurait, on l'utiliserait tous. Donc on recherche des matériaux naturels ou de meilleure composition ou qui soient plus propres, qui soient peut-être plus recyclables. Mais les choses bougent pas mal dans ce sens depuis quelque temps. Les fabricants, les cimentiers, ils travaillent. Nous, on est attentifs à ça. Il est vrai que ces matériaux ont jusqu'à présent été développés, mis au point pour des conditions terrestres. Et les conditions marines étant très différentes, surtout et par chance beaucoup moins développées en conditions marines, c'est tout un axe de recherche en fait qui est à développer. Donc nous on y est très attentif et on essaye de pousser dans cette direction pour faire de mieux en mieux. Mais encore une fois, c'est vraiment un message d'humilité et d'honnêteté par rapport à tout ça. On essaye de faire au mieux et on sait qu'il y a des progrès à faire. Néanmoins, ça coche déjà quelques cases qui permettent d'espérer que le vivant, s'il viendra, il viendra.
Merci, ça répond à la première question d'Erini, mais elle en pose une deuxième. Elle est pour toi, Philippe, celle-là. Elle évoque en fait la question de l'éco-conception en fait. Et du coup, peut-être que tu peux te rappeler que la restauration écologique, c'est pas l'éco-conception. Et que du coup, non. Par rapport à Oui. l'éco-conception, vous travaillez à l'aménagement portuaire en fait. A priori, la réponse est non dans ce cadre-là, quoi. Mais est-ce que du coup, peut-être tu en profites pour rappeler ce qu'on entend par Bah, restauration écologique, là. Ouais. effectivement, la grande différence entre restauration et éco-conception, c'est que dans la restauration, l'impact du lieu et n'était pas prévisible au moment de l'installation. Donc bah, là, sur les zones portuaires, bah, c'est des ports qui existent depuis des dizaines, voire des vingtaines d'années, voire plus de 50 ans, voire 100 ans. Donc là, on est vraiment dans la restauration où on a identifié que des fonctions écologiques étaient importantes historiquement par rapport à des connaissances sur d'autres sites. Et donc là, on tente de la restauration ou de la réhabilitation. Et l'éco-conception, mais c'est en amont du projet d'installation, on essaye de réduire l'impact, voire de proposer des solutions qui vont être en faveur de la biodiversité. Après, le compartiment qui sera touché reste à définir. Donc, on est vraiment dans deux approches qui sont différentes. Mais après, les solutions peuvent être, je veux dire, il y a des choses qui sont faites en restauration qui peuvent être réutilisées en éco-conception. Hein. C'est pas étanche non plus, quoi. Mais voilà, on va dire que c'est d'un point de vue timing, on est dans deux temps différents, quoi. Ce serait plutôt de l'ERC, de l'éco-conception. Merci. Thomas et Jean-Jacques évoquent le fait que le biométis est utilisé déjà ailleurs, donc oui, sans problème. Mathieu pose la question du type de béton, mais tu as répondu. Céline pose la question de savoir si les modules Remora Plus peuvent être mis en place n'importe où du moment où l'habitat initial est l'arbitre de Posidonie. En fait, ouais, Philippe ou Olivier? Là, pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que Est-ce les que ce type récifs, de, est-ce que les modules Remora Plus peuvent être mis en place n'importe où du moment où l'habitat initial est l'arbitre de Posidonie, en fait? bah, non. Non, parce que là, on a fait on a apporté cette réponse par rapport aussi à l'hydrodynamisme qui est particulier au large du Cap Sicié. On l'a fait, la profondeur peut avoir une importance. Bah, le type de vie marine qu'on veut voir coloniser, là, oui, je pense que bah, il y aurait pas mal de points communs, mais après, c'est en fonction de la profondeur, de la localisation. Je pense qu'il y a une adaptation, et c'est vraiment le principe de cette démarche, c'est d'être adapté la plus possible à un endroit précis. Donc, si on n'était pas au bout d'un cap face au vent, mais côté protégé par une île, j'en sais rien, ou une côte complètement protégée des vents dominants, peut-être qu'on ferait différemment. Donc, tout l'intérêt de la démarche, en fait, c'est de bien poser le contexte environnemental. Et donc, ça serait une filiation ou un cousin de ce projet-là qui est très adapté à de la mate morte ou à un herbier qui a disparu, mais un contexte environnemental un tout petit peu différent ferait il serait malgré tout un tout petit peu différent. Peut-être dans sa forme générale, pas dans tout, mais c'est tout l'intérêt de la démarche, c'est de générer des parents, en fait, et de pouvoir, au bout du compte, cocher un maximum de cases dans les 3 tableaux de critères objectifs. Donc, ça serait pas très différent, mais ça serait différent, je pense. C'est vrai que la plus-value de l'étude, en fait, c'est bien d'amener ces éléments de méthode, en fait. C'est vrai qu'on a tendance à rester figé sur le récif et la forme du récif parce que ça nous parle plus concrètement, quoi. Mais effectivement, ce qui est surtout intéressant, et c'est là-dessus qu'on a, je pense, appris par rapport à la question de la restauration écologique, c'est toute la méthode de travail qui nous a permis, en fait, d'arriver à ce produit, cet exemple de produit fini, en fait, qui est le récif Remora Plus, quoi, et qui est forcément, comme tu dis, adapté, en fait, à toute la réflexion qu'il y a en amont, quoi. Donc,
C'est vraiment la notion, s'il y a, je crois, une idée, pardon Philippe, une idée à retenir de tout ça, c'est adapté au contexte et sur mesure. C'est vraiment l'enjeu, parce que les deux processus biomimétiques qui existent, qui sont étayés scientifiquement avec des thèses, etc., qui fonctionnent très très bien, sont essentiellement adaptés à du sériel et à l'industrialisation. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir industrialiser, mais le sur-mesure. Philippe, tu voulais réagir? Oui, non, juste pour compléter, dans le cas des Posidonies, on le voit dans deux écorégions complètement différentes, l'Occitanie et la région sud. Nous, on a des herbiers qui sont plutôt patchy, et donc forcément, alors peut-être pas dans le module en lui-même, mais en tout cas dans la disposition, on aurait forcément des choses différentes si on veut que ce soit cohérent avec comment la nature se développe sur un site en particulier. Donc forcément, il y aura une adaptation locale, environnementale, et voilà. Et si je peux, alors là, je parle sous couvert des spécialistes, mais si je prends l'exemple des éponges, qui est une espèce répandue, je crois, dans les mers et les océans du monde entier. Une éponge, un squelette d'éponge, c'est une agglomération d'un spicule minéral de base qui permet de former son squelette. Mais on sait tous la diversité des éponges qu'il y a dans les mers et les océans du monde entier. Ça reste une éponge, mais à chaque fois, elles sont adaptées à leur environnement. Donc là, on pourrait dire qu'on a une espèce Remora plus, mais qui du coup pourrait donner une quasi, pas infinité, mais une très 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 grande quantité de parents différents en fonction de là où elle sera implantée. Bon, en l'occurrence, si on parle de Posidonie en Méditerranée, puisque c'est la Méditerranée dont il s'agit. Merci. Clémence pose la question de la durée de vie des dispositifs et savoir s'ils sont biodégradables. Alors, bon, on les a pas immergés, donc du coup, la durée de vie, peut-être que, est-ce que tu as du retour d'expérience sur ce type de béton envisagé ou ce type d'application en mer, ou il faut faire une manie pour répondre à ces questions-là? Le béton est quand même pas reconnu pour être biodégradable et il est reconnu pour durer longtemps. Ça, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est bien qu'il y ait cette question-là, c'est-à-dire quelle est la vocation d'un récif une fois qu'il a rempli sa fonction écologique. C'est une vraie question, c'est est-ce qu'il a vocation à peut-être se dégrader, devenir un tas de cailloux qui va au fond. Est-ce qu'on le sort de là? Tout ça, c'est des questions pour moi qui sont très pertinentes, auxquelles j'ai pas les réponses, mais sur le matériau lui-même, a priori, c'est quand même quelque chose de pérenne. Je dis pas durable, mais pérenne. Donc c'est peut-être un problème là pour le coup. Merci. Clémence pose aussi la question de savoir si le but de ces récifs, c'est qu'ils restent ou qu'ils seront retirés à terme. Je vais me permettre de répondre, hein. C'est-à-dire que normalement, s'il y a immersion de récifs, il y a autorisation administrative d'occupation du domaine public maritime. L'occupation, elle est donnée pour une durée limitée. Alors, la durée limitée peut être de 30 ans ou 35 ans, hein, comme c'est le cas de mémoire pour les récifs artificiels de Prado à Marseille. En même temps, il y a plein de secteurs sur notre littoral où les autorisations administratives sont terminées depuis des décennies et les récifs sont toujours en place sous l'eau, alors qu'en théorie, ils auraient dû être enlevés, quoi. Donc du coup, la théorie, c'est que quand on immerge quelque chose, en fait, c'est pour une durée limitée. La réalité est parfois un peu différente, quoi. Donc du coup, une réponse de Breton. Alors, juste pour compléter, dans la doctrine État récif artificiel, il y a quand même une possibilité d'intégration au domaine public maritime si le système montre qu'il a quand même une efficacité. Mais s'il n'y a plus de gestionnaire, il peut être intégré au domaine public maritime. Donc après, bon, c'est pas le but initial, hein. Dans la doctrine, il y a quand même marqué que ça doit être démontable, ça doit se retirer et rendre le domaine comme il était initialement. Oui, puis on a vu aussi dernièrement, dans le cas des navires récifs, que
qu'au bout de 10 ans d'absence d'autorisation administrative, le navire récif ou le récif sont censés revenir dans le giron de l'État, qui est censé en être propriétaire de fait. Donc, du coup, les questions juridiques sont toujours très très complexes. Olivier pose la question du fait qu'au-delà de la colonisation des espèces sur les récifs, est-ce qu'en fait ces structures artificielles engendrent des modifications comportementales, alimentation, territorialité? Alors à ce niveau-là, il faut. Alors moi, je parle au niveau poisson, hein. Il faut voir qu'il y a une grande plasticité chez les espèces et aussi, comment dire, j'ai perdu le terme, un opportunisme à utiliser toutes sortes d'habitats, bien sûr en rapport avec leur comportement. On l'a observé chez les juvéniles de mérou qui étaient présents dans les biohuttes. On a vraiment ce côté cryptobantique à l'intérieur. Il sort très peu et en fonction du temps et donc de sa prise de taille, eh bien, il va augmenter son aire d'exploration. Et c'est vrai sur pas mal d'autres espèces, hein, sur les sparidés qu'on suit énormément. Donc il n'y a pas de modification, on va dire, d'alimentation, de comportement territorial, etc. C'est plutôt un opportunisme. On a une solution. Et heureusement qu'il y a cet opportunisme et cette plasticité, parce que, par exemple, sur des solutions comme le biohut, on a vu le sparaillon, qui dans la littérature ne s'installe que dans les herbiers de Posidonie. Et c'est c'est l'espèce qu'on a rencontré le plus longtemps dans le biohut. Et ensuite, il a augmenté son aire d'évolution après. Donc voilà, de ce côté-là, voilà, la nature est plutôt bien faite et donc ils utilisent au maximum ce qui est disponible. Alors c'est sûr que c'est mieux quand c'est la nature, mais bon, quand on arrive avec ces solutions, c'est ce qui fait que ça marche bien. Merci Philippe. Je vois plus d'autres questions. Je ne sais pas si j'en ai loupé. A priori non. Il y avait une histoire de TRL. Ah oui, pardon, oui. T'as raison. Alors Remora Plus, de toute façon, Remora Plus, c'est forcément un projet pilote, puisqu'on n'a pas de retour d'expérience là-dessus, hein. Donc on est plutôt sur du TRL 4 ou 5, hein, non, peut-être au-delà, tu vois, 6-7. En tout cas, on n'est pas sur Non, du 8 non, non, pas on n'est pas sur 6-7, du il 8 et du faudrait. 9, quoi, ça c'est sûr, hein. Non, non, non. Non, moi j'aurais dit entre 3 et 4 parce qu'on a dépassé l'idée, la simple idée. Il y a déjà eu de la modélisation, des choses comme ça. Là, il faut passer à l'étape immersion d'un premier Pilote, ouais. prototype. On est à peu près dans ces eaux-là, quoi, au démarrage. On n'est pas au premier puisque voilà, l'étape elle est déjà Sachant passée. que, autant que je sache, si on va vers 8-9, TRL, c'est plutôt quelque chose qui renvoie à l'industrie. Là, l'idée n'est pas de faire une commercialisation de rémora en série, puisque je le répète, mais le principe est de faire du sur-mesure à chaque fois. Alors, on peut peut-être industrialiser le sur-mesure, mais là, je ne sais pas si TRL s'applique. Mais effectivement, on est au stade, on pourrait dire, de proto de laboratoire, quoi. Je ne sais pas, donc moi, entre 4-5, peut-être 3, 4, 5. Du coup, ça peut répondre à la question de Thomas qui pose la question de la commercialisation de l'exploitation du projet. Alors là, il n'y a pas de. euh, ce qu'amène en fait la démarche, c'est l'approche biomimétique, si elle est utilisée en termes de méthode, permet finalement de concevoir euh, une solution de restauration a priori, en tout cas pour le cas d'herbier qu'on a étudié, a priori plus pertinente que celle qu'on imaginait jusqu'à présent, hein. Voilà. Après point, quoi. On n'a rien de plus là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de logique de commercialisation en tant que telle. Je ne sais pas si c'est une question de brevet, Olivier, ou
de façon de protéger en fait la méthode, comment est-ce que les choses sont. On en a un peu discuté, mais j'avoue que je maîtrise pas le sujet, donc du coup, Non, je ben, en dirais. fait, à ce stade, vraiment l'objectif de ce qu'on vous présente là ce matin, c'est essayer d'apporter une pierre à l'édifice de la restauration écologique et de voir comment on peut continuer à améliorer les choses. Ça n'en est pas beaucoup plus loin. On n'a pas avancé plus sur le sujet. Il n'y a pas de démarche commerciale, puisque nous, on fait la prestation intellectuelle de service. Et là, pour moi, ce qui semble important, c'est la démarche de conception, le résultat n'en étant qu'une conséquence, quoi. Donc c'était dans les préalables de ce que je présentais ce matin. C'est quand on est dans une démarche d'industrialisation et de projet en série, effectivement, on se pose des questions de propriété industrielle. Quand on est dans une démarche telle que celle-ci, à savoir de faire du sur-mesure systématiquement, ben c'est ce qu'on peut éventuellement industrialiser, c'est la démarche. Mais nous, pour nous, on est dans le cadre de la propriété intellectuelle, pas industrielle. Donc, on peut apporter quelque chose on peut apporter de la matière grise, quoi. Merci Je pense que Olivier. Ouais. c'est important cet aspect-là, hein, parce qu'on parle beaucoup il y a quand même une filière, et donc comment est-ce que ça va être appréhendé par la filière? Et moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une appropriation de cette démarche par les entreprises pour qu'ils revoient un peu leur façon de penser et de produire. Mais je pense que c'est pas totalement incompatible. Alors, pas avec une production industrielle dans le sens production à la chaîne, hein, mais plutôt on peut produire des solutions qui ne seront pas exactement la même qui sera dans un autre site, mais qui peut quand même être appréhendée par une sorte de commercialisation. Moi, ce qui me manque aujourd'hui en restauration écologique, c'est la taille de la boîte à outils. Pour moi, la boîte à outils, elle n'est pas encore suffisamment importante. Alors bon, il faut que ça prend du temps, hein, tout ça. Puis c'est aussi un investissement de la part des entreprises. Donc c'est quand même des choix qui sont quand même assez lourds de conséquences. Mais voilà, on a besoin d'augmenter cette boîte à outils avec des choses complexes, différentes. Voilà, il faut essayer de mimer la nature. Malheureusement, la nature, elle a des milliers d'années, millions d'années devant elle. Nous, on n'a pas le même temps. Mais voilà, en tout cas, moi, j'aimerais qu'il y ait une appropriation de cette démarche pour tendre vers des solutions qui soient vraiment qui aillent dans cette direction. Je pense que Vas-y, Pierre. Ouais. Non, mais la meilleure appropriation, c'est de faire la démonstration que c'est meilleur que les solutions qu'on utilise jusqu'à présent. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est obligé de passer par une phase de terrain, quoi, un projet pilote pour justement étudier un peu plus le dispositif et voir l'efficacité. Ce qui, moi, me rassure, en fait, hein, alors je sais pas s'il faut que je sois rassuré, mais en tout cas, moi, ce qui me rassure, c'est que du coup, moi, je suis à la fois très fan des récifs artificiels et à la fois très anti-récifs artificiels. C'est-à-dire que mettre du béton sous l'eau, ça m'emballe pas trop. Et en même temps, on a souvent travaillé sur cette question de restauration, peut-être plus pour des questions de population de poissons que pour des questions de fonctionnement du milieu. Mais en tout cas, on a beaucoup travaillé sur les questions de récifs avec des trucs qui étaient architecturés, carrés, ronds, qui provenaient d'ailleurs de choses parfois dont on voulait se débarrasser, comme des piliers de poteaux EDF ou je sais pas quoi, quoi. Et malgré tout, ces éléments carrés, ronds, poteaux EDF, et puis j'en passe, hein, il y a même des cercueils, hein, pour ceux qui ont connu un peu l'histoire de récifs artificiels dans les années 90. Malgré tout, ça amène des solutions, en tout cas, ça a amené souvent des solutions. On a vu un mieux en matière de vie marine dans des endroits où on avait aménagé des sites comme ça que dans des endroits où on n'avait pas aménagé, quoi. Et je me dis que finalement, quand on a été très mauvais, parce que c'est quand même pas très pertinent de mettre des choses carrées sous l'eau, hein, quand on a été très mauvais, on a eu quand même un peu de résultats. Je me dis, si effectivement on est un peu meilleur dans notre conception des choses et qu'on intègre un peu mieux, en fait, finalement, ce que c'est que la vie au sens large du terme, peut-être qu'on sera encore plus efficace en termes de restauration et de rendu à la nature, quoi. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est intéressant de se dire,
passons à l'acte, testons, quoi. Et essayons effectivement de voir si ce qu'on imagine et ce qu'on pense en termes d'ingénierie, ça amène de la réalité sur le terrain. Parce que de toute façon, le juge de paix, ça sera ça, hein. Ça sera de montrer, de faire la démonstration qu'avec des outils comme ça, avec une approche comme ça, ben, on a une vie qui est plus intéressante que si on n'applique pas cette méthode comme ça. Du coup, ça me permet de répondre à la question de Sébastien qui pose la question d'une thèse dans le cadre de Remora+. De toute façon, ce qui est certain, c'est que si on met en place un projet pilote, il y aura forcément un suivi de l'efficacité du projet pilote. Voilà. Est-ce que ce suivi se fera dans le cadre d'une thèse avec thèse ou sans thèse? Enfin, aujourd'hui, on n'en est pas là, hein. Donc, on en est à digérer en fait la réflexion qu'on a menée pendant plus d'une année là, à partager cette réflexion avec vous et puis avec d'autres pour vous faire du brainstorming et voir les retours qu'on a derrière et imaginer des compléments ou d'autres manips, et puis commencer à regarder où est-ce qu'on pourrait tester, sans trop que ça soit compliqué, ce type d'approche, de manière à justement acquérir de la donnée et de l'information. J'en profite pour dire bonjour à Frédéric qui nous rejoint des Philippines. Alors, Lola pose la question du retour d'expérience. Philippe, quelle principale évolution as-tu pu observer en matière de restauration écologique ces dernières années? Alors moi, je commencerai par rapport au retour d'expérience, et si on pouvait ne pas impacter, ce serait On déjà. peut pas dé- Donc ça, je pense qu'il faut le rappeler à chaque fois, hein. je suis d'accord. La non-dégradation, ça coûtera toujours moins cher et ça nous prendra moins la tête que de dégrader. Donc ça, c'est vraiment la priorité des priorités. Mais ça n'empêche il y a quand même des solutions à développer dans la non-dégradation, hein. On parle des mouillages écologiques. Ça, c'est de la non-dégradation avec des systèmes qui voilà, permettent quand même d'avoir des activités. Le but du jeu, c'est pas mettre tout sous cloche non plus. Les aires marines protégées, elles sont importantes parce que c'est aussi des réservoirs. Et si on n'a pas ces réservoirs de biodive et de diffusion, parce qu'il faut des sources, hein, pour réalimenter. Donc ça aussi, c'est important d'avoir ces systèmes. Et puis, l'expérience qu'on a, les retours d'expérience qu'on a le plus, ce sont dans les zones portuaires. Et c'est sur pas mal de systèmes, on a des retours qui sont à la fois intéressants d'un point de vue biodiversité, donc en termes de richesse, on a plus d'espèces sur ces zones qui ont été restaurées par rapport à d'autres zones, plus d'abondance, des dynamiques qui sont exactement ce qu'on observe en milieu naturel, une succession d'espèces qui correspond bien à ce qu'on voit dans le milieu naturel. Et au-delà de ça, alors là, on est vraiment spécifiquement sur les zones portuaires. Certainement, un gain qui est loin d'être négligeable, et je pense même qui doit être assez significatif dans le maintien des populations. C'est-à-dire que peut-être que sur certaines zones, ce qui se passe dans les ports et le fait qu'il y ait eu ces restaurations va pouvoir soutenir de façon assez significative les populations naturelles. Donc voilà, c'est plutôt favorable. Bon, on a quand même utilisé pas mal d'étudiants en thèse et en master pour arriver à tout ça, parce que ça demande quand même beaucoup de terrain. Aussi, des entreprises qui ont pas mal joué le jeu, hein, dont Ecocéan, qui a été quand même assez pionnier en termes d'investissement humain, matériel, etc. Donc ça fait pour moi accélérer les processus. Donc et là, on continue à exploiter tout ça. T'as effectivement l'amélioration des connaissances, hein, tu l'évoquais tout à l'heure. En fait, on a découvert des trucs, enfin, on a découvert des bébés mérous dans des lagunes ou dans des biohuttes. On ne pensait même pas que ça existait, quoi. Donc, on a découvert des comportements de poissons qui étaient capturés au large et qui étaient remis dans le milieu naturel au bout de 6 mois, qui allaient directement dans leur milieu d'affectation, alors qu'ils n'ont jamais connu de passage de leur vie dans ce milieu d'affectation-là, quoi. Après, il y a d'autres éléments, moi, qui me paraissent importants de souligner. C'est d'abord que
que c'est aussi une thématique sur laquelle aujourd'hui il n'y a pas d'obligation réglementaire et que finalement les gens qui s'engagent dans ces démarches-là le font de manière volontaire. Alors c'est vrai que ça concerne essentiellement les ports au jour d'aujourd'hui, mais pas que, quoi. Et ça, c'est aussi à souligner parce que, en règle générale, le moteur de protection de l'environnement, c'est la loi, hein. Voilà, aujourd'hui, il n'y a rien qui oblige les gens à restaurer des fonctions d'archerie dans le port. Pourtant, ils le font, hein. Ça me paraît bien. Ce qui me paraît aussi intéressant à souligner, c'est que c'est une thématique qui commence à être appréhendée en dehors des quelques personnes qui ont initié la démarche, qui ont réactivé la démarche il y a 10 ans en arrière. Pour preuve, ben, on a bien une stratégie restauration au titre du plan d'action pour le milieu marin en Méditerranée, hein, qui donne quand même un cadre réglementaire un peu particulier certes, mais qui donne quand même un cadre réglementaire. On a bien une directive européenne qui est en cours de préparation sur la question de la restauration qui intégrera aussi le milieu marin. Et puis moi, pour moi, ce qui est aussi significatif, c'est que finalement, le panel des gens qui se préoccupent de ces questions de restauration écologique a bougé au secours du temps, hein, que ce soit en termes de solutions de services de société, quoi, mais aussi en termes d'institutionnel, hein. C'était compliqué de parler de restauration écologique il y a quelques années en arrière avec des grands instituts de recherche, ça l'est moins maintenant, hein, donc c'était compliqué d'amener les gens qui travaillent sur la biodiversité sur ces questions-là, ça l'est un peu moins maintenant, donc ça veut dire que les mentalités évoluent aussi, quoi. C'est-à-dire que justement, un des points positifs de Driver, en tout cas à mes yeux, hein, et de tout ce travail sur la restauration écologique, c'est qu'effectivement, les lignes ont bougé en matière de connaissances, les lignes ont bougé en matière de prise en compte des problématiques et les lignes ont bougé en matière de perspective, quoi. Et c'est dans ce sens-là que ça nous encourage aussi à nous poser des questions nouvelles comme l'intégration du biomimétisme dans ce qu'on va faire ou comment être meilleur dans ces politiques-là, quoi. Et ces retours d'expérience, ils nous ont aussi permis de créer le premier DU de diplôme d'université de restauration écologique qui est porté par l'Université de Montpellier. Et ça aussi, c'est important parce que ces retours d'expérience, ils sont valorisés et ils sont transmis à un public qui est assez large, hein. C'est pas que des étudiants, il y a des personnes qui sont en poste, c'est ouvert à tout le monde. On espère avoir des services de l'État en plus pour la prochaine session. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des briques qui ont solidifié toutes les bases de la restauration écologique. Tu fais bien de le rappeler. Lovina repose la question du type de suivi. Bah, en fait, on n'a pas encore d'idée très précise, mais on s'appuiera sur le guide Driver qui va bientôt sortir. Thomas qui évoque la reprise par les conseils. En fait, de toute façon, c'est un peu ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ça, c'est de l'idée, de la méthode, etc. Et si effectivement ces gens s'approprient ces outils, ces méthodes pour faire progresser les questions et voire améliorer les outils, la méthode, eh ben on n'aura pas forcément travaillé en vain, quoi. Donc on a tout intérêt effectivement à ce qu'il y ait des reprises de tout ça et des gens qui se reposent des questions et qui arrivent avec un œil critique et qui construisent aussi sur la base de tout ce qui peut être mis à disposition des uns et des autres, hein. Sachant qu'effectivement, il y a un enjeu d'actualité aujourd'hui, pour certains en tout cas, qui est la question de l'éolien flottant, qui repose aussi la question de comment est-ce qu'on peut optimiser ces infrastructures en termes pour leur donner des fonctions de récif artificiel, et que oui, ça pourrait être aussi une retombée intéressante en termes de réflexion et de méthode, quoi. Il nous reste plus beaucoup de temps, une dizaine de minutes, hein. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, merci pour la question, Jean-Jacques. Oui. Effectivement, Philippe l'a rappelé, en tout cas nous c'est notre politique à l'agence, hein. C'est mieux de ne pas tomber malade que de devoir avoir des médicaments, une sécu, une mutuelle pour pouvoir se soigner, hein. Donc là on parle de restauration écologique, c'est-à-dire qu'on essaye une fois qu'on a maîtrisé en fait les facteurs de dégradation, hein, ou que les facteurs de dégradation ont disparu, ben, on essaye de rebooster le calendrier de Dame Nature, quoi. Et la restauration écologique, elle vise à venir en complément des politiques de lutte contre la pollution et des politiques de non-dégradation pour justement amener une solution complémentaire en fait aux deux autres solutions, quoi. Donc c'est pas quelque chose qui peut être utilisé tout seul dans son coin, quoi.
C'est aussi pour ça qu'on est très clair sur sa définition et que la restauration écologique, c'est pas de l'éco-conception et c'est pas de la compensation, hein. Donc là, je vous renvoie sur les documents cadres de Driver que vous trouverez facilement sur le site de Driver pour bien appréhender les différences, quoi. Et qu'aujourd'hui, si on maîtrise plutôt bien les choses sur les fonctions nurserie dans les ports, hein, Philippe l'évoquait aussi, qu'on a des éléments de réponse en fait pour tout ce qui est habitat dégradé, on l'évoquait aussi avec les récifs artificiels, on voit qu'on a encore des marges de progrès pour comprendre finalement comment les choses se passent et améliorer finalement les solutions qu'on essaie de mettre en place pour pouvoir fonctionner. C'est un peu ce qui anime de toute façon l'équipe de Driver, hein, et l'équipe d'EcoSolutions, c'est justement de continuer à poursuivre, de poursuivre en fait cette recherche de solutions pour pouvoir améliorer en fait l'efficacité des mesures qu'on met en place. Ok, je ne sais pas si vous avez de nouvelles questions. Sinon, on va se quitter gentiment, parce qu'on va arriver vers une contrainte horaire pour nous tous. Écoutez, je vais repasser la parole à Philippe et puis à Olivier. À Olivier d'abord, puis peut-être après Philippe pour conclure. En tout cas, merci pour vos contributions. Donc, je vous rappelle que le PowerPoint d'Olivier, le PDF de l'étude d'Olivier, la vidéo du webinaire seront disponibles sur le site de ICO là, sous la semaine qui vient. Là. Donc, il y a aussi le contact des gens qui ont participé, donc n'hésitez pas à les recontacter. On se tient à votre disposition pour des projets éventuels, hein. Si jamais vous avez la volonté de vouloir tester un projet, un récif de ce type-là, faites-nous signe, hein. On verra comment est-ce qu'on peut accompagner la démarche, quoi. Sinon, EcoSolutions redéfinit son programme d'activité, donc il y aura bientôt en fait la liste des nouveaux binaires, des nouveaux rendez-vous. Donc je vous invite à de temps en temps aller passer voir le site pour voir s'il y a des sujets qui vous intéressent. Olivier, je te laisse volontiers en te remerciant la parole et puis tu la passeras gentiment à Philippe qui conclura. Et puis merci à Fanny pour le back-office, hein, tu as quitté ta vidéo, mais en tout cas merci pour ton coup de main, quoi. Merci Olivier, c'est à toi. Ouais, merci Pierre. Je vais faire très court. Je pense que j'ai eu pas mal la parole ce matin pour expliquer un certain nombre de choses. Merci pour l'invitation, merci pour la confiance. Et effectivement, le message, c'est de contribuer à cette boîte à outils que Philippe évoquait tout à l'heure. En tout cas, à ce stade, c'est vraiment l'idée que le biomimétisme peut être un outil d'intérêt pour la restauration écologique, éventuellement pour d'autres sujets. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été présents et d'avoir vous êtes intéressés au sujet, d'avoir posé pas mal de questions là-dessus. C'est un sujet pour moi, qui reste ouvert, qui mérite des échanges et qui mérite que ça se sache et c'est en travaillant ensemble qu'on progressera. Donc voilà, c'était mon petit message de fin. Philippe, je te laisse la parole et presque bon appétit à tous bientôt. À bientôt. Merci Olivier. Moi, je voulais remercier tout le monde parce qu'on a de plus en plus de monde sur ces webinaires. L'idée, hein, c'est vraiment de remettre la nature sur la bonne trajectoire. Donc, toutes les bonnes volontés sont indispensables. Le but du jeu, hein, c'est vraiment de travailler à ces solutions et que on ait le moins possible à intervenir. Mais là, voilà, on a des enjeux à relever. On a quand même une biodiversité qui s'est pas mal érodée. Donc voilà. Donc le biomimétisme, c'est pour moi une autre vision, une autre démarche, une autre approche qui peut être très très intéressante et en fait ça nous oblige, en tout cas nous scientifiques, à nous reposer pas mal de questions. Et donc, je vous invite à suivre EcoSolutions et Driver, puisqu'on va continuer à échanger sur tout ça et avec des futurs projets assez rapidement. Et ce fameux guide d'évaluation, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui tournaient autour de ça. C'est pour ça que ce guide était important et donc il devrait sortir très rapidement. Voilà, merci à tous, merci à Pierre et merci à tous. Voilà. Allez, bon appétit. Bon appétit. Au revoir.
Hop, je sais même pas.